Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média. Merci de choisir le média du développement. Ce matin, si vous êtes en route pour le boulot, vous êtes à Conakry. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Vous êtes forcément sur Kavi Radio. Vous nous écoutez sur la 96.5. C'est du côté de la baie grâce à nos partenaires de Beta FM. Merci d'être nombreux de ce côté. Merci de nous suivre à la télé. C'est sur le canal 113 du bouquet Star Times, canal 779 partout en Afrique. Et bientôt sur Canal+. C'est la bonne nouvelle, il faut le savoir déjà. Merci de nous suivre sur siaminfo.com, notre site de référence. Et vous pourrez y faire un tour pour les dernières infos ici en Guinée et à l'international. Merci de nous pratiquer sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV si vous êtes sur Facebook. Et groupe Kavi Média Ganga RTV qui relaie également en direct cette émission. Notre application déjà disponible sur Play Store et App Store. J'insiste, Play Store et App Store. Vous pourrez télécharger Kavi Média et être au cœur de nos programmes. Au menu de ce matin, les anciens contractuels non retenus à la fonction publique locale seront bientôt rétablis dans leurs droits si aucune décision pour leur intégration ou non à la fonction publique locale n'est prise. Ils rentreront toutefois en possession de leur arriéré de primes. Des dispositions sont en train d'être prises pour que le paiement s'effectue à partir de la fin de ce mois d'octobre. La commission d'identification et d'établissement de la liste près de 9 000 concernés, y compris ceux qui sont frappés par l'âge. Elle a été récemment mise en place. Elle a même entamé les travaux. Il faut le dire, ce mercredi, j'y arrive, 9 octobre 2024, au ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Réjouissance ou contentement, les contractuels n'ont presque plus le choix. Si en août dernier, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ordonnait aux gouverneurs, préfets, sous-préfets et délégations spéciales de mettre fin à la destitution des conseils de quartier et de district, ce n'est plus le cas. Depuis le 25 septembre 2024, les instructions ont changé. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, dans une autre note service, annonce la mise en place des conseils de quartier et de district sur toute l'étendue du territoire national. Cette tâche, autrefois ne relevant pas des gouverneurs, préfets, sous-préfets et présidents des délégations, a été finalement confiée à ceux-ci. Dans certaines délégations spéciales d'ailleurs, des conseils de quartier ont été dissous et leurs cachets récupérés depuis plus de 72 heures. Mais pourquoi le gouvernement est-il revenu sur sa décision? Que disent nos tests de loi à cet effet? Les débatteurs du scanner s'interrogent une fois encore ce matin. Son choix étonne de nombreux observateurs de par le monde. L'ex-président Macky Sall met fin à ses fonctions d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P. Nommé à ce poste par le président français Emmanuel Macron il y a un an, Macky a finalement décidé de reconquérir l'électorat aux législatives du 17 novembre pour lesquelles il a été investi à la tête de la coalition d'opposition Taku Walou. Ce qui, sans commentaire, officialise son retour en politique dans son pays. Est-ce on se pose la question, le tout pour tout de Macky Sall pour éviter une majorité écrasante au PASTEF ou, plus loin, éviter la possibilité que l'Assemblée nationale vote et installe la Haute Cour de justice, seule institution qui serait en droit de poursuivre un ancien chef de l'État. Les questions se multiplient et leurs réponses également. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Autour de moi, avec moi, au grand complet ce matin, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Aleba, le revenant. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va? Le revenant, ça Comme va mort. okay. Ouais, tu es un véritable revenant, hein? Il faut le dire. D'accord. Puisqu'on y était, on était là avant-hier. Mais hier, comme par un coup de magie, on t'a plus revu. Ouais, et vous connaissez la cause. Et la promesse aussi. Monsieur Camara. Ajoute la cause et la promesse. La promesse n'était pas liée à l'émission. Bien, bon Dieu. Tu es spécial. Allez. On parle de cette très bonne nouvelle ou pas pour les anciens contractuels non retenus à la fonction publique. Yaya Diallo, comme tu l'annonçais il y a encore quelques mois en arrière, les anciens contractuels non retenus au compte de la fonction publique locale n'ont que leurs yeux pour pleurer maintenant, si on peut le dire. Bah oui, en dépit de tout ce que nous avons pu constater, dès après les résultats, effectivement, faisant état de 10 000 admis et que les quelques 4 000 ou 6 000 qui n'ont pas été admis ont crié à Rossir le Baudin pour que leur situation puisse être tenue en compte. Il y a eu quelques syndicalistes aussi qui, à un certain niveau, ont bien voulu les accompagner dans ce sens-là. Il y a eu des manifestations pour pouvoir attirer l'attention des décideurs, au premier lequel, il faut le rappeler, le président de la République, puisque nous voyons les effigies du président de la République au centre-ville de Kaloum, où ces enseignants battaient le pavé pour pouvoir effectivement bénéficier de la largesse du gouvernement pour que leurs cas particuliers soient pris en compte. Est-ce que cet acte vient de nous dire effectivement que ça n'est terminé pour ces enseignants contractuels-là et que effectivement le gouvernement ou l'État guinéen tout au plus n'en a plus besoin? Et je crois que à le faisant, ce serait une grosse erreur que l'État a pu commettre. On pouvait les garder et effectivement voir si la contractualisation pouvait continuer jusqu'à un certain niveau et à l'État de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir effectivement les garder. Parce que de toute évidence, il y avait déjà plus de 16 000 enseignants qui contractuels à l'époque qui donnaient les cours à travers le territoire national. Alors si on nous dit c'est bien vrai, c'est un concours, l'État ne tiendra compte que c'est dont il a besoin, c'est bien vrai cela. Mais est-ce que partout là où ces enseignants-là étaient, puisque c'est des enseignants aussi qui sont un peu partout, on avait vu ici à l'occasion de cette manifestation, il y avait beaucoup d'enseignants qui venaient de l'intérieur du pays, de Kissidougou, de Guéguédou, de Gérékoré, de Kankan, de Fria, un peu partout. Alors, est-ce que ces enseignants-là vont pouvoir effectivement être remplacés par qui? La question se reste posée, d'autant plus qu'effectivement, il y avait d'autres qui sont déjà en situation de classe dans des préfectures différentes. Donc, je pense que l'État doit pouvoir tenir compte de tout cela et à côté aussi voir dans la mesure du possible, au-delà de ces arriérés-là, comment est-ce qu'il faut les maintenir? C'est vrai que certains d'entre eux l'ont déjà dit, ils sont prêts à servir, même si en contrepartie, ils ne recevaient rien de l'État pour l'instant. Mais je pense que ça ne peut pas être continuel, ces bénévolats-là. Et je crois que l'État doit pouvoir voir comment est-ce qu'il faut ouvrir un couloir pour pouvoir discuter avec ces gens-là. Je crois que si c'est cette option qu'a défendu le secrétaire général du ministère, qui disait effectivement qu'il, lui, en ce qui lui concernait, il ne reconnaissait pas ou n'était pas au courant de l'existence d'une catégorie de contractuels appelés les contracteurs du Grand Conakry. Je crois que c'est une erreur qu'il faut effectivement rectifier, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les acteurs admettent effectivement qu'il y a un manque criard d'enseignants au niveau de l'intérieur du pays. Donc je crois que c'est un vide qu'il faut essayer de combler et c'est l'État qui devrait pouvoir le faire. Même si ces enseignants-là, tous étaient admis au niveau de ces concours-là, il y aurait des manquements quelque part ou des trous qu'il fallait colmater. Alors si ces 6 000 ou ces 4 000 enseignants-là ne sont pas retenus, ça veut dire que le trou s'agrandit et c'est à l'État de pouvoir voir comment est-ce qu'il faut complètement éradiquer cela. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui que l'État puisse tenir compte de tout cela, de tous ces paramètres-là. L'État a dit être prêt d'augmenter le salaire des uns et des autres. Je pense que parallèlement, on aurait dû effectivement penser aussi à ces contractuels-là pour pouvoir effectivement, mais ne serait-ce que une toute petite proposition pour pouvoir effectivement les encourager pour qu'ils puissent continuer de donner les cours
D'autant plus, encore une fois, qu'on connaît comment tout cela s'est passé. Il y a certains enseignants qui ont passé près de 10 ans, 15 ans, parce que pour beaucoup, c'est depuis 2014. Hein. Il y a des catégories d'enseignants contractuels. Il y a ceux qui sont de 2014, il y a ceux qui sont de 2018, et c'est les ceux de 2018 qui sont les plus nombreux. Alors, il y a certains qui ont commencé depuis 2014. Jusqu'à date, ils ne sont pas, leurs cas ne sont pas pris en compte, et malheureusement, ils ne font pas partie parmi ceux qui sont admis à l'occasion de ce dernier concours-là. Donc, c'est pour autant dire qu'il faut tenir compte de leur situation. Je pense que c'est des gens qui sont exposés à toutes sortes de menaces, notamment sociales, parce que quand vous n'avez plus l'espoir, je crois que ça devient un véritable problème pour notre société, et je crois que c'est important d'en tenir compte et d'agir en conséquence. Je crois que seul l'État pourrait pouvoir mettre fin à cela. Demain, tu en auras. Je pense bien que je l'ai bien dit, hein. C'est Tu cela. auras 5 demain peut-être. C'est cela. Je vais construire une maison pour toi et puis tu pars démolir ce que tu as déjà. Tu risques de dormir à la belle étoile. Donc on peut dire que pour le moment, on ne peut pas crier au feu. Ouais, Parce qu'ils ont quand même reçu les primes. Il faut quand même Ou qu'ils doivent dire, recevoir les primes. il faut Voilà. quand même dire, C'est la fin du mois. il faut quand même dire que c'est une étincelle d'espérance quand même. Il faut le rappeler. Il faut espérer. C'est tout ce que pour l'air, il faut le dire. C'est tout ce qu'on peut faire pour ces enseignants contractuels non admis, parce qu'il y a eu un concours. Même si le concours, qu'on dise qu'il a été entaché d'irrégularité, mais ce qui reste clair, il y a eu des résultats qui ont été publiés, rendus publics. Donc chacun a été situé sur son sort. Ceux qui ne sont pas admis, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations à travers le pays, des contestations ou des protestations par rapport à ces résultats-là, des dénonciations, même au niveau de certains syndicats quand même de l'éducation, parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre que ce paysage aussi est affecté comme le paysage politique, comme d'autres paysages aujourd'hui. Quand on parle du syndicalisme chez nous, aujourd'hui, rares sont des plateformes que vous allez prendre où il n'y a pas de bicéphalisme, parce que tout simplement, ça arrange l'État, parce que tout simplement, que l'État même en avait décidé comme ça il y a quelques années en arrière, il faut le préciser. Par rapport à ce rétropédalage, parce que moi je me dis que c'est un rétropédalage, parce que jusqu'à un certain moment, tout le monde se disait que ces gens-là étaient laissés quand même pour compte. Est-ce que même leurs arriérés allaient leur être payés? Aujourd'hui, ici, il y a des annonces. Il faut quand même aussi préciser que ce sont des annonces. Comment ça va se passer pour le moment, on n'en sait pas trop par rapport à cette procédure. Même hier, on a suivi quand même la sortie, je crois, d'un syndicaliste qui parlait des paramètres aujourd'hui de ce processus de paiement, non seulement du salaire des enseignants admis, mais aussi de ces arriérés pour ceux qui ne sont pas admis. Maintenant, ces arriérés-là, est-ce qu'ils pourraient effacer ces larmes-là en boucle? Parce qu'il y a, le rappelait tout à l'heure, il y a des gens qui ont passé là plusieurs années. On ne sait pas encore comment ceux-ci n'ont pas été admis. Est-ce que donc il y a beaucoup d'interrogations à se faire à ce niveau-là, mais ce qui reste clair aujourd'hui, il faut quand même dire que c'est une étincelle quand même d'espérance, parce que ils attendaient cela. Au moins, si vous n'avez pas le concours, au moins ce que vous avez enseigné, vos droits. Au moins vos droits, il faut que vous soyez quand même rétablis là, et pour voir la suite. Peut-être qu'il peut y avoir encore d'autres concours au cours desquels ils peuvent être admis, ou bien tout simplement parce que s'il y avait quand même des mesures de recours, on pourrait savoir réellement ce qui n'a pas marché pour ces gens-là, parce que la plupart aujourd'hui s'étonnent de ces résultats-là et dénoncent même des magouilles par-ci, par-là, et par rapport aux résultats, et même par rapport à certains noms qui figuraient quand même sur la liste des admis. Vous avez écouté Aboubakar Souma, et vous avez écouté d'autres enseignants contractuels, surtout de l'intérieur du pays. Et vous avez aussi la situation des contractuels de la zone spéciale de Conakry. Donc il y a pas mal de problèmes aujourd'hui à résoudre pour l'État. Comment il va procéder à tout cela? Je crois que c'est à lui seul de répondre à cette question. Pour l'air, on espère que pour ces enseignants contractuels non admis, que ce qui est annoncé, l'acte soit lié à la parole, ou la parole soit liée à l'acte. L'un dans l'autre, il faut que le résultat soit vraiment concrétisé sur le terrain,
pour qu'on en finisse maintenant là avec cette question. Par rapport maintenant à ce déficit ou si ce manque criard d'enseignants à l'intérieur du pays, surtout parce que vous allez comprendre, Abdallah, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées à l'intérieur du pays et ce sont des contractuels, même pas seulement des contractuels, ce sont des agents qui restent, ils refusent d'aller. La plupart sont à Conakry ici, ils restent là et puis prennent leur salaire. Vous voyez cela? Ça ne peut pas permettre... C'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. C'est vraiment gravissime parce que vous allez comprendre que cela n'arrange pas et l'État et même nous, populations. Parce que ce déficit-là va rester là et ce vide ne sera pas comblé. Et ce sont ces trous-là que des enseignants contractuels de 2014, de 2018 comblaient quand même, arrivaient vraiment à combler. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre, est-ce que parmi ces enseignants contractuels qui ne sont pas admis, comment on va procéder à les remplacer? Parce que quand même, ces gens-là étaient dans certaines écoles. Oui. Est-ce que l'État aujourd'hui a une politique de compensation ou une politique quand même, une stratégie pour que ces vides-là, que l'absence de ces enseignants va causer, comment combler aujourd'hui ce vide? Je crois que c'est une grosse interrogation qu'il faille se faire parce que c'est quand même normal pour l'État de revoir tout cela avant même le concours, parce que tous ceux qui ont participé à ce concours-là étaient postés quelque part. Bien. Si vous n'êtes pas admis là, donc ça veut dire déjà que vous n'avez plus le droit d'enseigner à ce niveau-là. Mais qui va vous remplacer? Bien. Pourtant, il y avait 14 000 et quelques qui se sont présentés pour ce concours-là. Il y a eu 10 000 qui ont été retenus. Parmi les 14 000 là, les 4 000 et quelques restants. Maintenant, là, comment l'État va faire pour boucher ce trou-là? Je crois que c'est une interrogation qui échappe à beaucoup et l'État pourrait être en mesure vraiment de nous répondre sur ce coup. Oui, Mohamed le PM. Aujourd'hui, cette actualité, en tout cas ce dossier que nous avons suivi depuis le départ, est-ce qu'on va dire que c'est la fin d'un aboutissement? Finalement, que ce sera le sort réservé à ces anciens contractuels non retenus est connu. On espère que ça sera la fin et que c'est ces contractuels qui s'est retrouvés sur cette liste vont retrouver un peu le sourire pour vraiment sortir de cette situation et engranger d'autres projets, d'autres activités, parce que ça a trop duré. Il a fallu qu'il y ait des manifestations, il a fallu que les responsables au niveau syndical de ce secteur interviennent. Et il a fallu vraiment qu'il y ait une série de manifestations au niveau de la commune de Kaloum pour attirer l'attention du président de la transition, attirer l'attention des autorités du département. Et puis voilà, un peu moins de 30 jours maintenant, il y a la promesse maintenant qu'on va faire quelque chose. J'insiste là-dessus, qu'on parle maintenant de la promesse à partir de la fin de ce mois, qu'ils vont rentrer en possession de leur dû, ce qui leur revient de droit. Et ils ne devraient même pas se manifester pour cela. On a eu de la pitié en écoutant ces bonnes dames vraiment se prononcer sur ces cas et parlant de certains qui ont été retenus et d'autres qui sont éliminés malgré qu'ils avaient la moyenne, malgré que les résultats étaient bons pour eux, même cela n'a pas été le cas. Maintenant, on parle de paiement de ces arriérés et on espère que ça se passera très bien. Il n'y aura pas un autre cas de force majeure qui pourrait retarder ou empêcher les autorités de pouvoir payer vraiment ce qui leur revient. Cette situation, je crois qu'on devrait, il y a toujours des possibilités pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation. Si vous voyez qu'on se retrouve là et que les gens manifestent, pas 2 ou 3 personnes, mais plusieurs personnes, des centaines de personnes, pas une fois ni 2 fois, mais plusieurs fois qu'ils ont manifesté, cela veut dire quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail comme cela se doit. Et ça, il faut le dire comme ça. Qui n'a pas fait son travail pour qu'il y ait cette manifestation? Il y a eu des erreurs. On a minimisé. Pourquoi on a minimisé? Pourquoi? C'est parce que quand c'est les enseignants, on pense que ça ne sert à rien et il faut traîner les pattes avant de bouger. Je pense que ce n'est pas bien. Vous avez des enfants. Si vous aimez votre enfant, vous aimez l'avenir de votre enfant, pensez à ceux qui donnent ces cours à ces enfants, ceux qui préparent l'avenir de vos enfants, qui sont appelés à vous prendre en charge quand vous serez à la retraite. Je pense que l'ensemble de tout ça, c'est toute une chaîne. Si vous faites semblant de ne pas aider les enseignants,
tôt ou tard, cela pourrait se retourner contre vous. Soit c'est vous directement, ou ce sont vos enfants qui vont prendre un coup. Ce n'est pas de la malédiction, mais nous voulons tous avoir nos enfants bien étudiés. On est tous contents quand on apprend que votre enfant est premier de la classe et deuxième. Vous êtes très contents. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet enfant occupe cette place? Ce n'est pas vous. Vous pouvez faire quelque chose à la maison, mais c'est parce que il y a quelqu'un quelque part, ou bien il y a un groupe de personnes quelque part qui vient tous les jours, qui se sacrifient pour donner quelque chose. On les paye, c'est vrai, mais on ne paye pas ce qu'ils font pour vos enfants. Personne ne peut payer un enseignant, qu'on l'accepte ou pas. On ne peut pas payer un enseignant. Mais surtout ces enseignants de pré-universitaire, c'est vraiment c'est un autre niveau, de sacrifice, c'est un autre niveau de concentration. Vraiment à leur niveau, vous broyez la craie pendant des années, durant des décennies, s'il faut le dire comme ça. Vous passez tout votre temps vraiment derrière et au finish, aucune considération, aucune reconnaissance vraiment à la hauteur de votre engagement. On se rappelle, à l'époque, c'était Maurice Sangaré qui était ministre, qui avait aussi dégagé des anciens contractuels à lieu place des communicants. Exactement, exactement, ça c'est bien. Exactement, avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Je pense que ce n'est pas bien. Il y a des conventions qui existent. Je pense que ces documents, si on respecte le contenu de ces différents documents, rien que la convention, par exemple, je crois de 2006, est-ce que c'était avec les... Oui, de 2006, bien sûr. Ce contenu, aujourd'hui, est caduque. D'autres secteurs de l'éducation ont bénéficié des changements dans l'application de cette convention. C'est le cas de l'enseignement supérieur, mais cela n'est pas le cas de l'enseignement préuniversitaire et également de l'enseignement professionnel. Ce sont des secteurs vraiment qui sont oubliés, mais qui font quelque chose pour nous, qui font bouger la nation, mais on ne fait pas le maximum possible. Depuis 2006, vraiment, dans ce document au niveau de l'enseignement préuniversitaire, on a aujourd'hui, dans ce document que l'État a signé, accepté la copie donnée à toutes les parties. Quand la charte de la vie arrive à un certain niveau, c'est automatique, le niveau de vie, on doit ressentir au niveau de salaire, au niveau de traitement, vraiment avec ce corps des enseignants. Mais cela n'est pas le cas, pas parce qu'on n'est pas au courant, pas parce qu'on ne sait pas, mais il y a une forme de méchanceté qui est. Ça, il faut le dire, il faut l'accepter. Les autres ont plusieurs possibilités, des primes, des avantages, des dessous de table, qui se passe là. Mais ce monsieur qui est en classe, il a quoi? Ce n'est pas l'APA qui va prendre. Ce n'est pas vraiment 1 500 000, 800 000 qu'on lui donne à l'école primaire. Ce n'est pas ce qui va faire sa vie. Ce n'est pas ça avec ça qu'il va éduquer son enfant, envoyer ses enfants à l'école, envoyer vraiment donner à manger, épouser. Je ne sais même pas quoi faire avec ça, 1 500 000 ou 800 000 francs guinéens. Je pense que l'État... Tu vas loin. Oui, mais c'est quelque chose, c'est le minimum. J'essaie de... Toi-même, tu es en train de rehausser le salaire comme ça. Il y a d'autres qui sont payés en dessous. Je dis bien en dessous. Je le rappelais la dernière fois. Je pense que c'est une école qui paye à 800 000. Je pense que il faut qu'on essaye de voir le cas de l'enseignement. On est étonné de dire seulement ces universités, ils n'ont pas le niveau, ils ont du mal à placer vraiment, à construire une belle phrase, une phrase normale, sujet, verbe, complément. Et après, on oublie celui qui a le devoir de le faire. On n'arrive pas à les mettre dans les conditions qu'il faut. On n'arrive pas à les respecter. Vous voulez qu'il arrive à donner le maximum de lui-même, alors qu'au fond, moralement, même s'il a la volonté, mais psychologiquement, moralement, il n'est pas prêt. Il n'est pas là. Il donnera juste l'acte de présence, et puis voilà, signer le cahier je ne sais même pas le cahier de contrôle qui est là. Et puis, il passe à autre chose. Il passe toute la journée, si c'est 2 heures qu'il a, il consacre vraiment 1 heure de rappel de l'histoire des activités qui se passent dans les quartiers. Et puis voilà, vous papotez là, à la sortie, il signe le cahier, il va. Et peut-être il donne des exercices même certains ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas suivi des cours. Pourquoi? Parce que le monsieur n'est pas dans les conditions qu'il faut. L'obligation pour l'État, c'est de mettre des moyens qu'il faut. Même, on ne dit pas de créer le confort, de mettre le climatiseur sur le vélo, comme on appelle, de l'enseignant ou sur sa moto. Mais le minimum qu'on demande, qu'il lui revient de droit, qu'on l'accorde cela. On ne demande pas trop, mais le minimum, accorde-lui cela. Quelle est la différence entre cet enseignant qui est en train de vraiment se saigner pour donner de l'avenir à ses enfants, à cet autre douanier, à cet autre ministre qui est dans un salon, qui a un bureau feutré, et qui a tous les jours, qui rentre en venant, il vient rien dans la poche, mais en retour, il rentre avec des millions à la maison. Ce que je disais, les artisans du succès sont mis à l'écart.
C'est injuste. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Vous roulez dans des véhicules qui coûtent 100 millions, 150 millions, vous avez un salaire de 5 ou 6 ou 7 millions. Comment faites-vous pour arriver à ce niveau? Cet enseignant-là, vous pensez que lui, il est maudit? Il n'est pas maudit. C'est un artisan du succès qui est mis à l'écart. C'est ça. Ça, c'est déjà invisible. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'en Guinée. C'est le malheur de l'Afrique. Ne soyons pas étonnés. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a enseigné. C'est comme pour vous dire aujourd'hui, quand on parle de la situation des enseignants, honnêtement, j'ai failli avoir c'est-à-dire les larmes aux yeux. Ça fait mal. Il faut oser le dire. Excuse-moi, peut-être que tu vas le prendre mal. Il faut dire quand on parle de notre situation, dis-le comme ça. Non, accepte de le dire comme ça. Non, c'est pas la même chose. Même s'il est dans la corporation, non, il faut comprendre. Même pour ceux qui évoluent dans les universités, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais Abdallah, moi, mais pour eux, leur cas est résolu par l'ancien ministre. Le problème est résolu au niveau de la convention avec l'enseignement supérieur, ça c'est résolu. Mais au niveau de 2000, comme on appelle, pour l'enseignement pré-universitaire, rien n'est fait. Rien n'est fait. J'ai sous les yeux ici, on dit par exemple à l'époque, selon porte la révision de statut particulier de l'éducation et de l'enseignement technique qui est caduque, conformément à l'article 100 de ce statut qui a été signé depuis 2006, on demande que cet article dit que chaque fois qu'il y a inflation, chaque fois que le coût de la vie est cher, il faut adapter le contenu de ce statut à cette réalité. Ce qui n'est pas fait. Nous avons toujours réclamé, mais ce n'est pas fait. À l'image de l'enseignement supérieur dont le statut a été révisé, nous aussi, nous demandons à ce que le statut de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement technique soit aussi révisé et soit adapté aux réalités actuelles de la vie. Et on a ajouté syndicat. Mais est-ce que c'est de la mer à boire? Quand on signait, ils n'étaient pas attachés, ils n'étaient pas ligotés. Pourquoi on peut prendre un engagement? L'État peut prendre un engagement, même si cela a été signé, bien qu'on ne parle de CNRD. Mais on dit toujours cette expression, même si on ne sait pas le contenu, au plus pour d'autres personnes, l'administration est une continuité. Soit vous acceptez de le faire, ou bien vous cédez la place à celui qui peut assurer la continuité. Parce que cela, vraiment, ce n'est pas de respect par rapport à l'État. L'État, c'est la population, ce sont les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, ou ceux qui sont dans le quartier. C'est l'État, c'est l'ensemble de tout ça. Mais si on n'arrive pas à respecter, on n'arrive pas à redistribuer le contenu, les recettes, les gains que nous avons à toute la population, à tous les Guinéens, chacun dans son secteur, vraiment, ne soyez pas étonnés qu'on continue à broyer le noir, qu'on continue à être dans la galère, dans la misère, et je ne sais encore quoi. Après, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait à l'État? Qu'est-ce qu'on a fait à l'État? On ne sait pas. On est en train de faire pleurer des enfants de ce pays parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'eux, ils ont choisi de prendre la craie. Non, vous passez à d'autres personnes qui sont dans les ambassades, qui sont dans les ministères ou qui vendent des passeports. Banalement, en une journée, il peut se faire 600, 700 000 francs avant de rentrer, alors que lui, il n'a même pas 800 000 par mois. Il faut qu'on se réveille. Vraiment, le malheur est un peu partout, mais essayons de mettre les gens à leur place, respectons le minimum pour que les uns et les autres arrivent à tirer profit des bénéfices de ce pays. Ce n'est pas une minorité dont ta femme veut accoucher, vous l'envoyez aux États-Unis, l'autre à peine s'il a la popote le matin pour vous donner 30 000, 40 000 à son enfant, vous pensez que vous êtes plus béni que lui. Attention, le karma revient toujours sur ceux qui font du mal à ces pauvres gens. Donc, il faut alors penser à la situation des enseignants de Guinée rapidement. Il y a un autre problème, c'est même par rapport à la formation continue de ces enseignants. Vous entendez souvent lors des séminaires ou lors des interviews avec les responsables de l'éducation qu'il y a la formation continue. Mais vous allez comprendre que sur le terrain, le renforcement des capacités de ces enseignants-là, c'est pourquoi on continuera si la donne ne change pas, à critiquer, à dénoncer le niveau même des enseignants. Parce que vous ne pouvez pas passer assez de temps là, c'est que vous ne vous performez pas, on ne vous permet pas de le faire parce qu'il y a des formations, il y a des séminaires. Souvent, ce sont des séminaires de façade, des formations de façade. Il n'y a pas assez de choses concrètes dedans. Je crois qu'on aura le temps parce que c'est un dossier qu'on ouvre déjà par rapport à cela. On nous vend tellement de rêves par rapport à cette formation continue. Ça se dit partout. Et que ces enseignants-là sont formés, c'est-à-dire de façon continue, mais vous allez comprendre que sur le terrain, Abdallah, ce n'est pas ce qui se passe. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, le niveau est resté stagnant. C'est que ça ne change pas. Ce que vous voyez, c'est la routine qui fait
des gens ou de certains enseignants même meilleurs, parce que là, je parle de routine, c'est la même chose que vous enseignez chaque jour, même le programme parfois ça ne change pas. Je crois qu'on aura assez de temps pour parler de tout cela parce que c'est très important. Bien, et cet autre sujet inscrit à l'ordre du jour, nous parlons cette fois du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui ordonnait autrefois aux gouverneurs, préfets, sous-préfets et présidents des délégations spéciales de mettre fin à la destitution des conseils de quartier et de district, mais ce n'est plus le cas. Depuis le 25 septembre 2024, les instructions ont changé. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, dans une note circulaire, annonce la mise en place des conseils de quartier et de district sur toute l'étendue du territoire national. Cette tâche, autrefois ne relevant pas des gouverneurs, préfets, sous-préfets et présidents de délégation, a été finalement confiée à ceux-ci. Dans certaines délégations spéciales d'ailleurs, des conseils de quartier ont été dissous et leurs cachets récupérés depuis plus de 72 heures. Mais pourquoi le gouvernement est-il revenu sur sa décision? Et quel est le contenu? Et s'il faut aller encore plus loin de cette note circulaire? On en parle à Mohamed Leba. C'est une autre situation. On parlait tout à l'heure des enseignants, mais il faut le rappeler aussi que les décisions se prennent, on ne sait même pas. Parfois, s'il y a d'autres décisions qui passent par les escaliers, d'autres prennent même des ascenseurs. Même pas ascenseurs, avions. Pour partir directement, vous parlez d'hélico, moi je vais parler de MiG, parce que ça va à la vitesse de l'éclair. Sérieusement, parfois on se demande à quoi réellement on pourrait s'attendre par rapport aux résultats de tout ce qu'on voit qui s'opère par-ci et par-là, par rapport à cette décision ou même à ce rétropédalage, parce qu'à un moment donné, on nous a fait comprendre qu'il fallait arrêter tout cela et puis sortir quand même des muscles bandés, des muscles juste pour des décisions, et puis 3 jours, 4 jours, 3 mois, 4 mois après, et puis on revient sur la même chose. Nous le voyons, c'est-à-dire par rapport à cela, pour le moment, il est difficile de tirer une conclusion par rapport à ça, mais il faut quand même se dire que c'est surprenant. Les responsables, ils savent pourquoi ils ont pris cette décision, que la procédure, c'est-à-dire que ça se passe maintenant comme ça là. Et il faut aussi penser, c'est-à-dire analyser aux conséquences qui pourraient vraiment sortir de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, la situation à l'intérieur du pays, vous allez comprendre que la plupart, quand on parle de chef de quartier, il y a pour certaines localités où les chefs de quartier ne relèvent même pas, c'est-à-dire ne sont même pas originaires ou ne sont même pas de ces localités-là. Et ça, c'est très grave, c'est dangereux. Ouais. Parce que souvent, ce sont des cas où des gens viennent, ils ne connaissent pas assez même le quartier, parce que là, on parle quand même. En tout cas, cette note circulaire, je pense que la réalité disposition du décret D-179/179/PRG/CNRD/SGG du 9 août 2023 portant mission et organisation des conseils de quartier et de district et de ses tests d'application. Il me revient de vous instruire à ce qui suit. Au gouverneur, assurer la coordination de tout le processus, recevoir à travers les préfets les listes consolidées et validées par les présidents des délégations spéciales, prendre l'acte officiel de nomination des membres des conseils de quartier et de district et de leur bureau exécutif, transmettre l'acte de nomination à l'autorité de tutelle, publier l'acte de nomination dans toutes les localités concernées, au préfet, contrôler la conformité des listes par rapport aux critères de choix édictés, coordonner et suivre la mise en place et le bon fonctionnement des commissions communales d'établissement des listes, recevoir à travers les sous-préfets les listes consolidées et validées par les présidents des délégations spéciales, transmettre au gouvernement les listes consolidées et validées par les présidents des délégations spéciales, aux sous-préfets.
Aider le préfet et le président de la délégation spéciale pour l'information et la sensibilisation des populations autour du processus de mise en place des conseils de quartier et de district, faciliter la mise en place de la commission communale d'établissement des listes et en assurer la sécurité. Et ça, c'était la première page. Au niveau de la deuxième page, s'assurer de la conformité des listes par rapport aux choix édictés et recevoir et transmettre au préfet les listes consolidées et validées par le président de la délégation spéciale. Au président de délégation spéciale, ça c'est concernant Conakry, le Grand Conakry, assurer l'information et la sensibilisation des populations sur le processus de mise en place des conseils de quartier, de district, organiser une session extraordinaire pour la mise en place de la commission communale d'établissement des listes des membres des conseils de quartier et de district, pour faciliter le travail des différentes composantes sociales dans le choix de leurs représentants conformément aux critères édictés, recevoir et consolider les propositions des listes des différentes composantes sanctionnées par un procès verbal de réunion signé au moins des 2 tiers des participants, valider les propositions des listes conformément aux critères édictés, transmettre au sous-préfet les listes validées, transmettre au gouverneur les listes validées pour la région spéciale de Conakry. Composition de la commission d'enquête de moralité pour l'établissement de la liste, le président, les préfets et sous-préfets, membres, les représentants de la gendarmerie, de la police, de la justice et de la santé, critères de choix des membres des conseils de quartier et de district. Le choix des membres du conseil de quartier ou de district obéit aux critères ci-après. Être de nationalité guinéenne et âgé d'au moins 21 ans. Avoir son domicile principal dans le quartier. Savoir écrire et lire en français pour les membres du bureau exécutif. Avoir résidé dans le quartier au moins depuis 10 ans. N'avoir pas été membre du conseil de quartier remplacé. Être en possession de ses capacités physiques et mentales. Avoir une bonne capacité de communication et d'écoute. Être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier, n'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice, être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité. Et les derniers critères, on dit les composantes sociales. Les membres du conseil de quartier ou de district sont choisis parmi les composantes sociales de la localité, notamment les représentants des jeunes, des femmes, des sages, des religieux, musulmans et chrétiens, de l'éducation, des commerçants et marchands, des artisans, agriculteurs, éleveurs, corps de métier. Le nombre de membres des conseils de quartier et de district, le nombre de membres de conseils de quartier et de district est fixé à 11. Après le ministre signé général deuxième section, Ibrahima Khalil Condé, qui attache le prix à l'exécution correcte des présentes instructions afin d'aboutir à la nomination et l'installation de tous les chefs de quartier et présidents de district au plus tard le 7 juillet 2024. Je ne sais pas si c'est moi qui ne lis pas bien. Ah, non. Et le micro. Hein. Ça, c'est déjà derrière nous. Nous sommes en octobre. Là. Non, je vais juste attirer ton attention par rapport à l'erreur commise. Évidemment. Sur la dernière partie. C'est pourquoi le paragraphe, je l'ai laissé en dernier. Le ministre parle de juillet. Ouais. Et nous sommes en octobre. Juillet, août, septembre, octobre. Est-ce que la note circulaire est de septembre, hein, pour te rappeler? Oui. Donc la note circulaire est... Tu vois maintenant pourquoi je t'ai dit d'écouter d'abord? J'ai compris. J'ai compris. Tu comprends mieux? Vous avez bien fait de revenir sur cette erreur-là. Parce que ça, je ne sais pas comment c'est une erreur qui a été commise sur cette note officielle. C'est comme circulaire, si vous partez devant et puis voilà, 2 pas devant et puis... On parle de 7 juillet 2024. Cela prouve à suffisance que c'était la première dissolution était vraiment, entre autres, des consignes données par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce que tu te rappelles que c'était en juin qu'on a commencé à relever avec Siam Info des chefs de district et des conseils de district de quartier qui ont été dissolus dans certaines zones. Dissous, pardon, dans certaines zones.
aujourd'hui, on voit quand même que avec cette erreur, qu'il y a quand même anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, je le disais tout à l'heure, vous avez vu même par rapport aux critères, aux choix, tout et autres, vous allez comprendre combien de fois qu'il pourrait même avoir aussi des conséquences à ce niveau-là. Je le disais à l'entame de mes propos, que dans beaucoup de localités, il n'y a pas, parce que quand on procède à une nomination, surtout par des gens qu'on connaît, ça se passe souvent avec c'est-à-dire par affinité, par client, tout ce que vous connaissez réellement avec ces clichés, tout autres là, des personnes souvent dont la compétence n'est pas aussi, voilà, et puis ce qui se retrouve à ces endroits-là et qu'elles ne maîtrisent même pas. Et vous allez comprendre que c'est bonjour aux conséquences, surtout avec les populations de ces différentes localités-là. Ça se passe, la dernière fois on voyait, je crois que c'était... Tu peux avoir un chef de quartier qui a 21 ans, ne l'oublie pas. Évidemment, parfois même peut-être... On dit au moins 21 ans. Si on ne retrouve pas un chef de quartier qui est en dessous de cela, c'est-à-dire avoir 17 ans ou 18 ans, on dit au moins 21 ans. L'âge de puberté. C'est ce qui reste clair. Vous avez suivi, il y a un moment donné à Sigiri où ça criait beaucoup entre les... c'est-à-dire les responsables de ces différentes délégations spéciales, c'est-à-dire au niveau de la mairie, au niveau de concentrer un peu. Je crois qu'il y avait assez de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là, c'est-à-dire l'origine de ces problèmes, c'est parce que la plupart de ces responsables qui étaient quand même décriés, c'est parce que ces gens-là ne relevaient même pas de ces localités-là. Ce sont des gens souvent imposés par l'autorité, c'est-à-dire hiérarchique. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on essaye de toiletter ce secteur-là et savoir réellement qu'est-ce qu'il faut par rapport à la nomination ou soit par rapport au choix d'un chef de quartier, c'est-à-dire des conseils de quartier, de district et tout, parce que je crois que l'administration, ça commence à partir de là. Bien, oui, Mohamed, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette note circulaire, même si on a relevé quelques erreurs. Il y en a plein, mais c'est sciemment fait, je le dirais comme ça, c'est sciemment fait. Nous avons le texte de loi qui régisse le fonctionnement de l'administration, que ce soit au niveau local ou au niveau central. On sait très bien comment ça se passe. On ne peut pas dissoudre tout. On ne peut pas dire de revers de la main, mettre tout dans la poubelle. Après, on dit on veut que tout se passe très bien. On veut que l'État marche très bien. On ne veut pas que l'État marche sur sa tête. Si on met nos textes de loi, des documents bien réfléchis, des documents établis depuis des années, des documents qui ont été des références, même si cela a été copié ailleurs, mais on a réadapté à notre situation, aussi à la situation de notre pays pour le bon fonctionnement. Après, je ne sais pas, parce qu'on s'est cogné la tête d'un coin du lit quelque part de la maison, et dès le petit matin, on dit on change. Après, vous avez vu tout à l'heure, vous nous parlez de la date de la signature de documents. On parle de, je ne sais même pas, la note circulaire date du 25, on parle de l'application au mois de juillet. Au mois de juillet. Et nous sommes au mois d'octobre. Là aussi, nous tendons vers le mois de novembre. Je pense que l'État, ce n'est pas une organisation personnelle, ce n'est même pas une ONG. Même une ONG ne fonctionne pas comme ça, parce que quand on dit ONG, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent là pour partager des idées et se prononcer sur un sujet avant de rendre public. C'est la même chose du côté de l'État, qui est une grande administration, des gens aguerris, qui ont de l'expérience, qui ont bénéficié de l'apport de l'État, de l'investissement de l'État sur des personnes pour avoir de la formation, revenir. On ne peut pas se permettre de jouer avec des documents officiels de la sorte, surtout quand c'est lié à la gestion de la communauté. Ce n'est pas de la blague. Nos textes de loi sont clairs là-dessus. On sait, par rapport, on ne décide pas juste on veut 11 personnes, on veut 12 personnes, on veut 13 personnes. Non, on sait que c'est à travers des élections qu'on envoie des gens là. On sait c'est par rapport au prorata de ce qui a été obtenu dans les élections qu'on envoie les gens dans les districts un peu partout dans notre pays, que ça se passe dans les différents quartiers. On sait qu'il y a eu des élections ici en 2018, si ma mémoire est bonne, concernant nos quartiers et districts là, surtout les quartiers, mais dont on a fait semblant de ne pas voir les choses. On a joué à l'autruche, on envoie la tête ailleurs, on refuse de voir les choses. Le problème, on pensait qu'on repoussait, on a trouvé la solution au problème. Non, on déplaçait le problème. Et le problème, on est arrivé à un moment où ça s'est bloqué.
La preuve est là, avec les dates, les trucs qu'on a déplacés, mais ça n'a pas marché. Ce problème est là. Et ça devient une patate chaude dans les bras du CNRD, dans les bras de l'administration guinéenne. Les choses sont claires là-dessus. Si vous pensez vraiment que les personnes qui ne doivent pas qui doivent être là ne sont pas, qui sont issus des élections qui ont eu lieu en 2018, même si le mandat a expiré 2018 aujourd'hui, 5 ans, mais ce n'est pas ces personnes qui étaient élus, ce n'est pas eux qui ont vraiment qui ont passé ce mandat. Non. Soit vous organisez, ou vous revenez sur les résultats, parce que c'est une décision. Il suffit de prendre un décret là-dessus pour que les choses soient facilement réglables, tranquillement, dans tout l'ensemble du territoire national. Ouais. Donc, c'est connu. Quand il y a eu des élections dans telle localité, de telle préfecture, de telle sous-préfecture, quel est le parti, quel est le mouvement, la formation politique qui a été remportée là, qu'est-ce qui nous empêche de passer par là? Parce que là, c'est comment je vais dire ça? C'est l'émanation de la volonté du peuple qui est là. Même si on peut dire les élections n'étaient pas comme ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est l'émanation, selon les résultats, c'est l'émanation du peuple. Pourquoi on ne prend pas un décret, un document qui atteste que oui, c'est lui qui a remporté dans cette localité, donnons le pouvoir, parce que nous savons très bien que la population, depuis 10 ans, ne s'est pas déplacée. On n'a pas dit la population de Matoto, presque la 80%, 90% de la population qui était là depuis 2018 n'est plus là. Ce n'est pas possible. C'est les mêmes personnes. Pourquoi on aime se créer des problèmes là où il n'y en a pas? Là où les solutions sont simples, on essaie de trouver des problèmes. Pourquoi? Prenons le décret, disons ceux qui sont passés par là, qui étaient élus 2018, les élections communales, au niveau d'art, ça s'est passé. On a dit telle localité, ce sont des formations qui doivent être là. Pourquoi ne pas revenir sur ça? Pourquoi on se crée toujours des problèmes? Quand je dis problème, au niveau local, vous allez voir des gens, plus de la moitié de ces 11 personnes qui sont là, dans beaucoup, je ne dis pas partout, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de districts, vous trouvez que ce sont des gens qui ne respecteront pas le contenu, comme cela a été dit là, être dans le quartier depuis 10 ans, stable. Je vais me demander, ils seront combien intellectuels dans le district qui n'ont pas bougé, qui ont passé 10 ans sur place, je ne crois pas. C'est un problème. Parce que tu trouves que quelqu'un est là depuis 8 ans, ça ne fait pas 8 ans. On va dire quelqu'un va dire, ouais, lui il a fait 8 ans. Et pourtant, celui qui a 9 ans là, il n'a pas respecté. C'est un problème qui est là, qu'on est en train de mettre en place encore, et ça va poser des problèmes. Il faut qu'on essaie de revoir les choses, que nous tenons compte de nos textes de loi. Nos textes de loi ne sont pas têtus, nous n'avons pas les meilleurs textes de loi, mais nous avons des textes vraiment qui nous permettent de sortir des problèmes, sortir des situations compliquées, comme vraiment la gestion au niveau local. Ce n'est pas évident que ça se passe comme on le souhaite, mais il faut avoir la tête entre les épaules pour pouvoir aider notre pays à sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Oui, Yaya Diallo, on parle des conditions d'éligibilité qui quand même donnent à réfléchir. Hein. Si on dit pour un district composé que d'analphabètes, on parle de personnes qui doivent savoir, de bureaux qui doivent entièrement savoir lire et écrire en français. Si je dois aller dans ton village, c'est où même? Je me perds là. Non, là, attendez. Je me perds. Gallo, ouvre le micro de Yaya. Je pense que son micro est fermé. Oui, Yaya, c'est où même? Inutile de le rappeler. Non, c'est juste, je veux savoir, parce que, après tout, moi, je suis de Kolisoro. Donc, s'il demande à Kolisoro d'avoir 11 membres qui savent lire et écrire... Kolisoro est vaste, hein? Non, je suis de Kolisoro. C'est une sous-préfecture, hein? Non, je suis de Kolisoro. C'est une sous-préfecture. Le district, c'est où? Si on parle du district. Voilà, c'est ça. Voilà. Il ne pourra pas te le dire. Je suis de Koubia dans le district de Madina Kossi. Ok, je suis de Kolisoro précisément de la. Et on m'apprend effectivement que l'actuel chef de district est un enseignant. L'actuel. Oui. Il va être changé ou pas, je ne sais pas. Non, il va être changé. Parce que dans les critères, c'est dit qu'il ne doit pas appartenir à l'ancien conseil qui quitte. Ah non, ça veut dire qu'il il est limogé. Il saute. Il est limogé automatiquement. Et rien ne nous dit effectivement que certains ne vont pas être reconduits parce que, vous savez, ça frise ce qu'on appelle l'anarchie juridico-politique depuis un bon bout de temps. Nous savons tous effectivement qu'au regard du code électoral, du code des collectivités locales, le mode de désignation ou d'élection de ces chefs de quartier ou de ces chefs de district est connu de tous. À notre fort étonnement, en 2022, nous avons vu effectivement un acte annulant tout cela et effectivement donnant cette prérogative au gouverneur, surtout au préfet et puis finalement c'est aux délégations spéciales qu'il faut le rappeler qui sont nommées. Alors je pense que, voyez-vous,
le gouverneur nommé, le préfet nommé, le sous-préfet nommé, le président de la délégation spéciale nommé. Et c'est l'ensemble de ces acteurs déconcentrés ou concentrés au niveau de l'intérieur du pays qui vont s'unir et mettre en place une commission d'établissement de ces conseils de quartier et autres. Et puis voilà, à l'issue de ça, ils vont essayer de valider ceux qui seront en charge de diriger ces différentes localités-là. Donc je pense que nous sommes partis pour loin dans une autre crise aussi, parce que nous nous souvenons de cette histoire de la mise en place de ces délégations spéciales-là. Nous savons comment tout cela se passait. Il y a eu certains maires ruraux ou maires communes urbaines qui, à un certain niveau, se sont arrangés avec le préfet pour qu'après eux, certains de leurs familles puissent revenir. Ouais. Ça, c'est une évidence. On en a parlé dans plusieurs préfectures, c'était le cas. Et je crois que nous savons comment tout cela a été géré. Alors, est-ce que encore une fois, c'est le même scénario et rien ne nous empêche effectivement de mettre sur table cette thèse-là, parce que tout simplement, c'est des commissions et nous savons comment ça se passe dans l'administration. Alors qu'en réalité, la démocratie, à la base, elle doit être de mise si nous voulons éviter un certain nombre de problèmes. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de villages, beaucoup de préfectures, beaucoup de districts aujourd'hui sont confrontés il y a une désintégration administrative qui ne dit pas son nom. C'est à Koïn, c'est à Koubia, c'est un peu partout, c'est en Haute-Guinée. Il y a de ces localités-là qui pensent qu'aujourd'hui, elles sont à mesure de sortir sous la coupole de notre district ou d'une autre sous-préfecture. Donc, ils veulent avoir leur indépendance. Je crois que c'est une occasion pour même ces gens-là, effectivement, de créer ce qu'on appelle des crises à l'interne. Et je pense que c'est un problème fondamental aujourd'hui qui pose. Et c'est l'administration qui devrait pouvoir résoudre tout cela. C'est vrai, on ne peut pas lever cette initiative administrative dans le cadre de ces réformes-là au niveau de l'administration locale, de l'administration décentralisée ou déconcentrée. Ça relève de la compétence du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation. C'est une évidence. Mais à cette occasion, nous sommes dans une refondation quand même. Il faut le rappeler. Refonder, c'est quand vous trouvez une fondation très mal faite ou peut-être qui s'effondre, vous refondez, ça veut dire que vous cachez tout et vous reprenez pour que ça soit très bien. Alors, cette refondation, on a l'impression que c'est une refondation à des sens, parce que je comprends mieux qu'est-ce qui expliquerait ce découpage administratif, même au niveau de Conakry ici, où on a complètement découpé certaines grandes communes pour en faire 3. Je comprends mieux effectivement où est la logique, parce qu'on n'avait pas à l'époque tous les éléments pouvant nous permettre effectivement qu'est-ce qui expliquerait cet empressement de mettre en place des communes, alors qu'en réalité on est incapable à l'évidence même de satisfaire un certain nombre de besoins de certaines communes qui existaient déjà. Alors donc l'un dans l'autre aujourd'hui, à mon avis, c'est un ensemble aujourd'hui qui concourt à dire, parce qu'on a des informations, même cette commission qui est mise en place aujourd'hui, les questions sont simples. Tous ceux qui sont rencontrés, le premier critère d'abord, il faut être dans l'esprit du CNRD. C'est la première condition d'abord. Vous êtes dedans. En contrepartie, il y a un certain nombre de conditions supplémentaires ou subsidiaires qui peuvent venir, et je crois que c'est ce qui pourrait effectivement expliquer le choix de ceux qui seront éventuellement nommés dans ces différentes localités-là. Jusque-là, je pense qu'il faut qu'on sorte de tout cela, parce que ce sont ces gens-là qui sont en contact direct avec la population. Donc, il faut tenir compte de la représentativité et surtout de la légitimité. Et c'est parce qu'il y a des conflits, de ces conflits-là qui se posent aujourd'hui, quelquefois, mais ce sont des conflits, même si c'est des conflits qui relèvent du pénal, mais ce sont ces chefs de quartier ou de districts-là qui arrivent à résoudre ces problèmes-là à l'amiable. Donc, il faut faire tout pour ne pas qu'il y ait des fissures à l'interne et en tenir compte. Le rappeler, il y a eu des élections en 2018 qui ont été tenues ici, pour lesquelles élections, jusqu'à date, on n'a pas pu achever la mise en place de ces différentes, de ces différentes communes-là, ou de ces chefs de quartier ou de ces chefs de district, parce que il était convenu, et ça aussi c'est une violation flagrante de la loi entre l'ancien parti au pouvoir et l'IFDG, parce que c'était quand même un deal qui s'est passé entre les deux ici, pour dire attention, le maire qui sera élu dans une commune va procéder à la nomination d'un certain nombre de chefs de quartier ou de chefs de district, ou tout au plus, les chefs de quartier et des chefs de district qui relèvent de sa commune reviennent automatiquement à cette formation politique. Alors qu'en réalité, il y avait là des jeunes gens qui ne sont pas obligés d'être affiliés à des formations politiques et qui peuvent bien gérer ces différentes localités-là. Parce que là, il s'agit là avant tout d'abord le social. Et je pense que c'est un élément fondamental qu'il faut tenir compte aujourd'hui. Maintenant, on comprend mieux effectivement que
tout cela, il y avait une idée qui se cachait derrière. C'est parce que tout simplement, il y avait des ambitions. Et les ambitions, nous les voyons venir petit à petit. Tout ce qui se passe là aujourd'hui, que ce soit la nomination des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des délégations spéciales, éventuellement ces chefs de quartier et des chefs de district là, relève effectivement d'une idée, celle qui consiste à accompagner le général et être dans l'esprit du CNRD. C'est ça la vérité. Comme l'a rappelé Yaya, accompagner le général et rester dans son esprit. Première condition, selon lui. On y va avec les réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand. 629 95 67 deux fois. Bonjour mes chers chroniqueurs, je prie le bon Dieu que les anciens contractuels soient rétablis dans leurs droits car ils ont beaucoup fait pour cette nation. L'État n'a qu'à éviter le péché. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabundi, fidèle auditeur de cette émission. Bonjour Kavi, bonjour les débatteurs au grand complet ce matin. Il est important, il est vraiment dommage de la part du gouvernement de pouvoir se débarrasser de ces anciens contractuels. Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage à ces anciens qui ne connaissent pas où aller en tant que père de famille. Fodé Mokhtar Keïta depuis Lansana Barrage qui nous laissait cette réaction. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabadin, Tinjambouria, Dakama, dans mon village natal. Les paroles doivent se concrétiser par des actes, car on a entendu beaucoup de paroles dans ce pays. Les anciens contractuels ne doivent pas être condamnés, car c'est une promesse. Mamadou Alpha Djambouria, depuis Koloma, notre Djambouria, toujours fidèle à lui-même. Bonjour ma radio, c'est Souma Mohamed Lamine, depuis Moribaya, la nouvelle sous-préfecture des intellectuels, écrit-il. J'aime vraiment votre émission, que Dieu vous donne la santé de faire. Amin. Et bien de choses à tous les habitants de Moribaya. Je pense que c'est après Koya, si je ne me trompe. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs et bonjour chez moi à Kigiwel, c'est dans Mitida là-bas. C'est devenu une coutume en Guinée pour nos enseignants d'être confrontés à des difficultés dans le pays, une couche qui ne devrait avoir la promotion et l'accompagnement de l'État pour pouvoir donner de l'or fraîche, de l'air fraîche peut-être. Nous sommes là aujourd'hui grâce à eux et nos enfants emboîtent nos pas sous le magistère de ces débouts instituteurs. Je termine en disant que le MATD s'active naturellement à jouer un rôle de préparer une base de confiscation du pouvoir. Parlant du cas de Macky Sall, j'ose croire que l'homme a joué une bonne carte de céder le pouvoir, donc s'il opte de revenir pour les législatives pour limiter les pouvoirs du régime en place, je trouve réelle cette option de l'homme d'État. C'est de cela qu'il s'agit. Alpha Zidane Diallo. Notre ambassadeur depuis Kiroti. Salut les hommes de bonne foi. Moi je comprends le ministre. Ce n'est pas la logique de les réintégrer sans un autre concours, mais le ministre doit respecter sa parole en les payant leur argent, mais l'État doit penser sur le salaire des enseignants signés Mamadou Saliou. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs, l'imperturbable communicant du général Mamadi Doumbouya civilisé, généreux, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, Monsieur Sila Rukez Abdallah, une pensée positive à mon patron Jobebeto Sidibé, dame gouverneur de Conakry, ministre Alphonse Charwright, un bon père de famille, c'est celui qui écoute les cris du cœur de sa population. Je suis fier de la nouvelle des anciens contractuels non retenus. Abdallah, vous saviez pourquoi je tiens trop à vous, puisque vous considérez trop les auditeurs. Abdallah, Wallahi, Billahi, Tallahi, mon général civilisé est un bonheur. N'accepte jamais de t'éloigner. Partout, il y a le bonheur. Sinon, tu resteras dans la pauvreté et la frustration. Abdallah, j'ai toujours dit à la jeunesse guinéenne d'ouvrir les yeux. Si un ancien Premier ministre se permet de dire que je n'ai pas de maison à Conakry, c'est pour cela que je ne peux pas rentrer en Guinée. Et d'autres disent que puisqu'il y avait rébellion, c'est pour cela que j'ai soutenu le koudaïsme, j'ai pris ma tête. Abdallah, pour manque d'enseignants, mon village natal, Bouramaya Samaya, a fait 2 ans sans présenter de candidat au niveau de la 6e année. Donc, je demande à mon général généreux Mamadi Doumbouya de prendre la situation des anciens contractuels à ses 2 mains. Et Abdallah, pour l'amour de Dieu, je demande une doléance auprès du général de prendre la situation des anciens non retenus. Il tire le diable par la queue. Beaucoup ont été délogés, divorcés pour manque de moyens. Signé l'incontournable communicant du CNRD, général Mamadi Doumbouya, Monsieur Sila Rukens, qui nous laissait ces vagues de réaction, ou cette vague de réaction. On enchaîne toujours avec ces auditeurs toujours fidèles à cette émission.
Et notre fidèle, hein, Donzo Sekou, depuis Kaporo, le pneumatique. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents de la Guinée. Ah, mon pays, c'est quand cette affaire de cinéma va finir en Guinée. Ici, c'est oui, tantôt c'est non. Sinon, ce que la loi recommande, si quelqu'un travaille pour toi, il faut le payer. Qu'il soit embauché ou pas, mais pourquoi fatiguer quelqu'un à cause de son salaire en Guinée? Seulement on peut voir, c'est à Paris et avec, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Monsieur Abdallah, tous les critères qu'ils ont dit, comme ça, moi Donzo, je jure au nom de Dieu, rien ne sera respecté pour la nomination des chefs de quartier. Je jure, j'ai reçu encore au nom de Dieu toutes les conditions qu'ils ont dit. Comme ça, tu ne peux pas sortir 80% de Guinéens qui ont cette capacité pour être chef de quartier. Moi, en tout cas, je dis non. Aucun critère ne sera respecté pour la nomination de ces cadres. Vous allez me donner raison un jour, Inch'Allah, car c'est la Guinée. On connaît comment ça se passe, mais on verra le reste du film. Donzo Sekou, le pneumatique, depuis Kaporo, qui nous laisse cette autre réaction. Toujours sur le 629 95 67 deux fois. Bonjour le scanner Ibrahima d'Antamba. C'était la dernière ligne droite qui restait au CNRD pour asseoir, pour installer et exécuter sa confiscation du pouvoir. Une pensée aux camarades Fonike Mengue, Biloba, partout où il se trouve. Pensée positive à ces deux activistes. Jusque-là, sans nouvelles, hein. Nous pensons chaque matin à ces derniers. Bonjour Kavi FM, c'est David. Et depuis qu'ils sont ce que je ne comprends pas, les chefs de quartier sont nommés par qui? Par les préfets, les gouverneurs et les présidents de délégation spéciale, cher ami. Bonjour 89.5. Il est donc très intéressant de souligner ici que les anciens contractuels qui n'ont pas été retenus de prendre courage et suivre leur activité. Monsieur Keta Fodé de Boussra, c'est dans la commune de Matam. Toujours, il faut le dire, avec ces internautes. On va aller sur notre page Facebook. Assez de réactions ce matin, il ne faudrait pas les négliger. Hein. C'est la force motrice de ce média, ces téléspectateurs et auditeurs. Je pense sur la page, sur notre page Kavi TV, groupe Kavi Média, ou sur nos pages Kavi TV, groupe Kavi Média. Quelques réactions de ce côté également. On commence par cette première réaction. Vieux père MB, je vous regarde depuis la casse de Dixingar Conakry. Merci pour la fidélité. Nabi Moussa, chapeau à vous mon frère, bravo. Je vous regarde depuis Lyon, c'est en France. Merci pour la fidélité. Merci surtout de faire confiance aux médias du développement. Une courte pause, Diallo, très courte pause. Et derrière, nous parlons du Sénégal avec cette décision ultime de Macky Sall. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne.
Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Encore 20 minutes à passer en votre compagnie pour la dernière partie de cette émission, le scanner. Vous l'avez déjà compris, vous pourrez nous suivre sur notre application Kavi TV que vous pourrez télécharger à l'instant même si vous êtes en compagnie de vos smartphones iOS ou iOS, je ne sais pas comment on prononce. Les Anglais vont nous aider de ce côté. Sur App Store ou sur Non, il faut pas Play dire ça. Store. Vous pourrez télécharger Tu vois où tu l'application. Non, je n'irai pas là-bas. Et très bientôt, sur Canal, vous l'avez déjà écouté, le numéro retenu très bien, c'est le 249. C'est le numéro qui va abriter notre chaîne de télé, si tout va bien, dès le 21 octobre 2024. À la télé du développement et de l'entrepreneuriat débarque sur Canal après après le bouquet Star Times, il faut le dire. Nous débarquons sur Canal avec nos programmes riches et variés. Soyez-y dès le 21 octobre 2024. Mais en attendant, téléchargez notre application Kavi Media. Vous pourrez également nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com. À l'instant même, nous parlons de ce sujet. On parle de cette décision, on va dire décision très osée. Le choix étonne de nombreux observateurs de par le monde. L'ex-président Macky Sall met fin à ses fonctions d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P, nommé à ce poste par le président français Emmanuel Macron il y a un an. Macky a finalement décidé de reconquérir l'électorat aux législatives du 17 novembre pour lesquelles il a été investi tête de liste de la coalition d'opposition Takualu, ce qui, sans commentaire, officialise son retour en politique dans son pays. Est-ce le tout pour Macky Sall pour éviter une majorité écrasante au PASTEF, ou plus loin, éviter la possibilité que l'Assemblée nationale vote et installe la Haute Cour de justice, seule institution qui serait en droit de poursuivre un ancien chef de l'État, Yaya Diallo. Oui. Vous voyez, j'ai ralenti à ce niveau. Un tas de questions Bien. qu'il faut se poser légitimement. Je pense que il y a là des thèses qui peuvent se poser, soit que Macky gagne doublement ou il perd doublement. Il gagne doublement, c'est s'il arrivait effectivement à changer la tendance, à ce qu'il puisse empêcher, à travers son alliance bien entendu, le PASTEF, le parti présidentiel, de gagner une majorité à travers lui aussi, son alliance, à la prochaine élection anticipée. Je pense les élections législatives bien entendu. Donc je pense que perdre doublement, c'est s'il n'a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que de l'autre côté il a rendu sa démission, même si on s'en rend compte effectivement que c'était un poste clinquant. En réalité, c'était une façon de contenter Macky pour dire attention, pose-toi et puis occupe-toi de tes affaires. Alors, la question se pose aujourd'hui. Après cela, les élections, il y a eu à peu près de 8 mois maintenant que c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président de la République sénégalaise. Donc, confronté à un certain nombre de réalités, les choses, est-ce que le PASTEF qui existait il y a de cela un an, c'est le même PASTEF qui existe aujourd'hui au niveau du Sénégal? La question reste posée. Est-ce que l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, est-ce que c'est le même parti? Est-ce que les choses ont changé, puisque à un certain niveau, Macky Sall était considéré comme étant le centre, le réceptacle de tous les problèmes sénégalais, et c'est comme ça, c'est l'histoire sénégalaise, et qu'il fallait s'en débarrasser. Ce qui fut fait finalement à l'occasion de ces élections.
le parti de Macky avait perdu les élections en face du PASTEF. Le PASTEF est devenu donc le parti présidentiel au niveau du Sénégal. Maintenant, il y a là des questions qu'il faut se poser. La tête de liste du PASTEF est assurée par Sonko. Oui. La tête de liste de l'alliance que dirige Macky Sall est assurée par lui, Macky Sall aujourd'hui. Donc, un duel continue entre les deux. C'est pas anodin que Sonko puisse prendre la tête de liste parce qu'aujourd'hui, il est évident que si Bassirou Diomaye Faye a été élu président, c'est grâce à ses coups de pouce électoral ou politique de Sonko qu'il a été élu président dès le premier tour. Il y avait là aussi un rejet populaire de la part de la gouvernance de Macky Sall qui faisait qu'effectivement les Sénégalais n'en voulaient plus au regard d'un certain nombre de réalités, notamment la répression sanglante de manifestations qui ont lieu, la corruption à un certain niveau, mais aussi l'acharnement politico-judiciaire que le régime Macky Sall effectivement exprimé à l'encontre du PASTEF ou de son leader Ousmane Sonko. Donc il y avait tous ces éléments-là qui ont fait que effectivement Macky Sall avait perdu en popularité et que le PASTEF, voyez-vous, c'était, disons, comme on le dit souvent, c'était l'effet. Le backlash, ce qu'on appelle le backlash, c'était qu'il avait fait fomenter un coup contre l'autre et c'est le même coup qui retourne contre lui. Et pas finalement, Macky Sall avait présenté l'ancien Premier ministre comme étant le candidat du parti présidentiel. Et ça aussi, je crois que ça avait créé des divisions à l'intérieur. On parle de bas, hein? Amadouba qui ne faisait pas l'unanimité parce que pour beaucoup de gens c'est vrai que c'est un cadre aguerri qui avait toutes les compétences administratives et techniques mais qui n'avait pas le charisme politique pour pouvoir aller aux élections et les gagner, et ce qui fut fait malheureusement. Il n'a pas été disons élu, et pour beaucoup de gens aussi il y a une fissure qui existait entre qui est né de cette élection-là entre Macky Sall et Amadouba, parce que pour le camp d'Amadouba et lui-même Amadouba, c'est qu'il a été sacrifié par Macky Sall parce qu'il n'avait pas bénéficié de tout le soutien de Macky Sall et qu'il a été victime tout au plus de ce bilan de Macky Sall, parce que tout simplement au dernier jour de Macky Sall, au dernier mois de Macky Sall à la tête de l'État sénégalais, il y a eu des contestations, ces contestations-là qui ont pesé disons sur son électorat. Je pense qu'aujourd'hui la question se pose et Macky, il faut le rappeler, c'est un courage. C'est un extrême courage qu'il a pu prendre, effectivement, de renoncer à son poste au niveau de Paris et revenir encore une fois au Sénégal pour faire face à son destin politique. Ça veut dire tout simplement que Macky n'a pas renoncé à sa lutte politique, et c'est fut le cas aussi d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, jusqu'à présent, c'est le maître absolu du Parti socialiste sénégalais. Donc je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, pour terminer, il y a là des questions qu'il faut se poser. Soit Macky Sall a un certain nombre d'éléments, parce que tout récemment, après que le PASTEF a pris le pouvoir, il y a eu quand même quelques mécontentements ou quelques dérapages verbaux de la part du Premier ministre Ousmane Sonko avec la presse. Il y a eu même certaines mesures que le Premier ministre... Donc Macky, tout simplement, veut profiter de cela pour se frayer le chemin, un chemin politique. Allez, Mohamed Leba, on enchaîne parce qu'on n'a pas assez de minutes. Est-ce que c'est un deuxième round entre Macky et Sonko? On a vu quand même le premier round où c'est Macky qui a pris Sonko, il l'a foutu en prison. Excusez-moi, je pèse bien mes mots. Il l'a foutu en prison. Après, aujourd'hui, Macky qui revient en position de faiblesse, mais qui veut montrer aux yeux du monde qu'il est un fervent politique. Il veut jouer au Mandela de l'Afrique. Oui, tout est bien parti pour quand même revivre ce deuxième round, comme vous le dites. Et il faut quand même dire que c'est bien réfléchi de la part de Macky. C'est politique, hein? Cette décision, elle est très politique, elle est réfléchie. Il faut dire que Macky Sall il n'est pas, entre guillemets, il n'est pas fou pour renoncer à ce poste-là et revenir encore sur la scène politique sénégalaise. Ouais. Moi, je me dis que, parce que Macky Sall, jusque-là, était quand même l'absent le plus présent quand même de la scène politique sénégalaise depuis qu'il a transmis le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye.
Bon, en fait, il faut dire, a transmis. Non, il a perdu. Abdallah. Il voulait s'accrocher. Abdallah. Il voulait s'accrocher. Abdallah. Le peuple s'est révolté. Je dis bien, si Macky Sall. Macky n'était pas candidat, c'est son parti qui a perdu. Il voulait s'y accrocher. Abdallah. Après, le peuple lui a répondu. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ici lors du double scrutin? Ce ne sont pas les mêmes réalités. Non. Attention, Vous ne le pouvez Sénégal et la Guinée. C'est comme Abdallah, c'est que vous me parlez, c'est comme si. C'est deux peuples différents. Vous me parlez, c'est comme si vous n'étiez pas sur le terrain. J'étais là. Mais je n'étais pas au Sénégal. Je ne veux pas rouvrir cette plaie-là. Je la laisse où elle est, tranquillement, pour parler du cas sénégalais. Mais je veux juste vous garantir, vous faire comprendre qu'il est difficile d'organiser des élections si on est de mauvaise foi en Afrique, de les organiser et les perdre. Macky ne pouvait pas passer au Sénégal. C'est vous qui le dites. Les Sénégalais, si Macky Sall, les Sénégalais n'ont pas voté pour Sonko, pour Diomaye Faye. Les Sénégalais ont voté pour punir Macky Sall. Contre Macky. Comprenez un peu. C'est ce que je te dis. Ce n'est pas le même cas. Nous avons connu combien d'élections chez nous? Vous pensez à la transparence, c'est comme vous pensez que vous êtes aux États-Unis. Un président sortant en exercice, c'est-à-dire un président en exercice qui organise une élection en Afrique, s'il les perd, c'est parce qu'il a voulu les perdre. On parle du fichier. On parle de tout. Mon cher ami, à 100 degrés Celsius, ça boue. Ça, c'est vous qui le dites. Ça boue. La politique en Afrique n'a pas de tête. La politique en Afrique n'a pas d'esprit. La politique en Afrique n'a même pas de cerveau. Vous allez comprendre que c'est dans la tête où le cerveau est placé. C'est qu'il n'y a pas de tête. Je veux juste vous dire aujourd'hui que la décision de Macky Sall est bien motivée. C'est lui qui sait réellement les dessous de cette décision de revenir encore sur la scène politique. Mais moi, je me dis quand même que c'est bien réfléchi, de telle sorte que ça va encore susciter de l'engouement autour quand même, c'est-à-dire aujourd'hui sur la scène politique sénégalaise. Parce que quand Macky Sall va se présenter à ces élections législatives, surtout étant tête de liste, vous allez voir cet engouement-là et ce barrage que pouvait s'ériger, c'est-à-dire Macky Sall vis-à-vis du pouvoir aujourd'hui du Diomaye Faye. Et en tout cas, quand même, ce duo qui est là aujourd'hui, Diomaye Faye et Sonko, il faut comprendre quand même que Macky Sall reste toujours un poids sur l'échiquier politique sénégalais. Ça ne va pas... Attendons de voir. Ça ne va pas. Les élections ne sont pas terminées. Ça ne va pas s'effacer. Je dis bien si ça se passe très bien. Vous savez quand même, l'oubli existe. Dieu étant intelligent, l'omnipotent, l'omniscient, il sait bien. Il a créé l'oubli. Et facilement, vous voyez que Macky Sall d'ailleurs profite d'une situation pour quand même revenir sur la scène politique sénégalaise. Je crois quand même que ça pourrait promettre beaucoup de choses. Surtout ce deuxième round-là risque vraiment d'être serré. Bien, d'être serré, Mohamed Daba, le PM, est-ce que Macky est en train de tester sa popularité, d'une part? Les hommes politiques, ils ont une certaine intelligence que nous autres hommes ordinaires, qu'on ne peut pas maîtriser. Tant que vous n'êtes pas dedans, vous n'allez pas savoir comment ça se passe. Le cas sénégalais en Afrique de l'Ouest, c'est un cas particulier. Juste une parenthèse pour parler de la discussion entre vous, Baye, et toi, Abdallah, par rapport à la popularité des deux jeunes du côté de PASTEF, comme on l'appelle, le PASTEF, que c'était obligatoire, la température était telle qu'il n'y a plus de choix. C'était mal connaître l'Afrique. Pour te dire que c'était mal connaître l'Afrique, on a un exemple juste d'un autre pays qui n'est pas un pays africain, mais un pays au sud de l'Amérique. Je fais allusion au Venezuela. Tout le monde entier, la communauté internationale s'est opposée à la réélection de Maduro, Nicolas Maduro. Et malgré tout, on sait ce qui s'est passé. Il s'est installé, il est resté là. Les Américains ont même saisi son avion du côté de la République dominicaine parce qu'il a violé le territoire, un autre territoire et tout ça, l'espace, et qu'ils ont bloqué son avion et tout ça. Malgré tout, il est au pouvoir, il s'est installé. Le cas de Cameroun, on n'en parle même pas. Le papy qui a ses 41 ans au pouvoir, l'empire camerounais, on ne parle même pas de ça. Donc les présidents, la machine... même que le papy était parti. Le papy n'est pas parti. Le papy, il est là. Il est sous perfusion du côté de l'Occident jusqu'après. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde. Au moment où on parle là, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde, mais il est au pouvoir. C'est ça aussi les pays en développement, les pays africains, ainsi de suite. Le cas
spécifique du Sénégal par rapport à Macky Sall. Je pense qu'il faut saluer ce qu'a fait cette décision de Macky Sall de revenir là sur l'arène politique, de pouvoir gérer l'affaire du pays, être là impliqué de ce qui se passe dans ce pays. Malgré tout ce qui s'est passé dans ce pays pendant ces élections avec PASTEF, tout ce qu'on peut dire par rapport à la popularité de ces deux jeunes qui sont aujourd'hui Premier ministre et Président du Sénégal, Macky a une popularité qui est restée intacte du côté du Sénégal par rapport à des millions d'autres Sénégalais qui sont là. Prendre cette décision de revenir, démissionner auprès comment on appelle, du président français Macron par rapport à ce poste lié au changement climatique et tout ça. Il a présenté ses démissions 6 mois après, il annonce son retour au pays. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une maturité vraiment politique de l'homme qu'il faut respecter, voire même du pays. Là, revenir là, sachant que dans un pays, dans les pays africains, quand on est au pouvoir, on a le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de ce pays, et que oser revenir là, parce que du jour au lendemain, on peut prendre un décret, on peut engager une poursuite avant même qu'il ne commence à siéger à l'Assemblée, avant même la fin de l'arrivée même à l'Assemblée nationale, on peut l'empêcher de rentrer à l'Assemblée, on peut créer des conditions vraiment compliquées. On sait ce qui se passe en Tunisie actuellement, où il n'y a eu que 25% de participants, alors que quand il venait, ce n'était pas ça. Bref, cela résume un peu vraiment l'homme qu'il est, Macky Sall, la puissance qu'il a, l'aura qu'il dégage et ce qu'il a pu faire, sa gestion. Tout n'est pas rose, c'est vrai, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais s'il a osé revenir comme ça, il pense qu'il n'a pas tellement de casseroles à traîner qui pourraient lui créer des problèmes. C'est pour cela qu'il a osé revenir. Parce que si on sait qu'il y a certains dossiers qui peuvent vous engloutir complètement, quelle que soit vraiment l'envie que vous avez de revenir au pays, oser reprendre, se rabaisser, entre griffes rabaissé, c'est-à-dire ancien président de la République, devenir simple député à l'Assemblée, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est salutaire, ça devrait donner de l'exemple à tous les présidents africains, à tous les hauts cadres du pays, des différents pays africains, de savoir qu'après le poste que vous occupez aujourd'hui, vous êtes appelé à servir la nation autrement, même si ce n'est pas le poste du président, vous pouvez faire beaucoup de choses. Revoir aujourd'hui Macky, parce que s'il se présente, on ne dira pas qu'il va gagner l'Assemblée. Ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance, mais il sera d'abord le statut. Quand il va rentrer, il sera simple député sénégalais à l'Assemblée nationale. Ça dépendra maintenant de l'interne qui est. Et pourra parler au nom du peuple. Au nom du peuple. Pour une nouvelle fois. Pour une nouvelle fois. Et que vraiment, ceux qui ont décidé d'abandonner complètement la vie politique au niveau du Sénégal, je fais allusion à ces électeurs, aux citoyens qui ont dit, si ce n'est pas Macky, c'est fini, ils sont dessus. Ils vont revenir encore, ils vont ensemble gérer les affaires du pays, décider ensemble, faire campagne, et que vous allez voir combien de fois la beauté sera là. Moi, je pense que, comme on le dit toujours, la beauté du tapis de pain est toujours caractérisée par la diversité de ses couleurs. Et ça va être le cas du Sénégalais, avoir 2 têtes majeures, 2 têtes d'affiche. Vraiment, Diomaye et Macky Sall. C'est un ring. Non, je vous assure. Pour moi, c'est un véritable rang. Non, ça, c'est... Macky veut dans cette arène prendre sa revanche contre Sonko. Ne l'oubliez pas. Et ça, Sonko aujourd'hui veut aussi montrer à Macky sa base politique. Déjà, tout ce qu'il a fondé en quelques mois. Nous, on est loin du Sénégal, c'est vrai. Mais les Sénégalais qui sont sur le terrain, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Ce qu'ils pensaient, croyaient de la part de ces 2 jeunes au pouvoir, il y a eu des désenchantements dans certaines localités. Nous ne sommes pas sur le terrain. Mais je suis sûr, si vous voyez qu'il a décidé de revenir, c'est parce qu'il a tâté le terrain. Bien. Ils ont géré ce pays pendant des années. Ils savent ce qui se passe. Ils ont pu prendre les informations qu'il faut, analyser, avant de dire à Macky, oui, le terrain est bon, tu peux démissionner, tu peux venir là, tenter. Il y a une possibilité de pouvoir faire quelque chose dans ce pays et pouvoir, en tout cas, tanguer, pousser, remuer, secouer le président Diomaye dans ce pays. Je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui. On est pris. On est pris par le temps, mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà, il y avait déjà une crise à l'interne au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui a poussé le président de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que tout simplement, le PASTEF était confronté à un blocage institutionnel lié à cette minorité que le parti avait au niveau du Parlement, et que Macky Sall, qui avait une majorité relative avec certaines formations politiques, lui faisait barrage. Donc, ce qui explique effectivement la dissolution de cette Assemblée nationale. Donc, voyez-vous, effectivement, c'est le rendez-vous de tous les Jangers, parce que
Pour Macky, il faut effectivement confirmer, disons, sa présence ou sa base électorale au niveau du Sénégal. Et pour Sonko et autres aussi, il faut confirmer effectivement, disons, le poids électoral aujourd'hui qu'a le PASTEF au niveau du Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tendons vers le 17 novembre, enfin le 17 novembre naturellement pour ces élections-là. Nous verrons ce qui va se passer. Mais encore une fois, je ne pense pas que Macky puisse avoir la majorité qu'il avait déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que tout simplement, au moment où les élections avaient lieu au niveau de cette Assemblée nationale-là, il n'avait pas effectivement, il n'était pas confronté à un tel problème au niveau du Sénégal, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va être assez compliqué. Et au PASTEF aussi, qui n'était pas aussi mis à l'épreuve dans le cadre de la gouvernance, on s'en rend compte effectivement, les voix s'élèvent au niveau du Sénégal pour dire attention, ce qu'on nous disait, ce qu'on voit, il y a une nette différence. Donc il y a tous ces aspects-là aussi qui vont peser dedans. C'est pour autant dire effectivement qu'il est ainsi dans tout cela. Et la différence va être au niveau beaucoup plus politique que technique. Il profite d'une situation. Bien, hein, il s'introduit, voilà. C'est comme ça, c'est ça aussi la politique, la beauté. Les de la jeunes vont politique. remporter le côté technique et Macky, son équipe va rencontrer le côté politique. Il maîtrise beaucoup plus le terrain politique. On verra. Rendez-vous donc le 18 novembre, si tout va bien, le lendemain des élections législatives. J'aimerais y être, en tout cas pour voir tout ça de ce côté. Toute l'équipe, hein? Allez, c'est promis. Allez, merci Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah. Le billet c'est 2 millions et quelques, donc tu vas pas trop. Rectifie la confusion. Non, bien. je vais par la route. Moi, je vais par la route. Mohamed Leba, bonjour, merci. Je vais par la route et je serai au Sénégal pendant ces élections. Bien, merci Mohamed Ba, PM, c'est déjà compris. Il a répondu à ma place. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique du jour. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.